l'Alsace, où je suis actuellement, puisque je suis venue rejoindre cette région parce que ma maman vient de décéder. Donc, on est évidemment au cœur de la question humaine, mais qui nous touche chacun, chacune, dans son intimité. Alors, pourquoi avoir fait des dialogues en humanité qui intéressaient beaucoup ma maman de 95 ans, qui avait bien sûr toute sa mémoire, toute sa tête et qui avait traversé pratiquement le siècle avec des guerres, avec des situations d'injustice tout à fait importantes qu'elle a traversées courageusement, joyeusement, empathiquement. Donc, je pense que là aussi, il y a une filiation, il y a quelque chose. Assez rapidement dans ma vie, je me suis inscrite dans des contributions positives à ce qui me paraissait aller bien ou pas bien. Par exemple, à côté de chez moi, il y avait une centrale nucléaire qui s'est installée il y a dans les années 70. Et donc, à 14 ans, j'ai posé mon premier tract antinucléaire sur le bureau de mon prof d'histoire géo. Voilà. Donc, c'était un premier acte, on va dire, un peu personnel. Et ensuite, en fait, je me suis inscrite dans une démarche qui était le Parti socialiste unifié, où j'ai adhéré à 17 ans en faisant en même temps mon bac. Et donc, j'ai toujours fait en sorte que, à la fois, j'avais un engagement social, politique et universitaire ensuite, puisque j'ai fait Sciences Po et droit. Et en fait, ce qui m'intéressait, le slogan de ce tout petit parti politique PSU, je ne sais pas si c'est connu en Europe, en tout cas, il y avait Pierre Mendès France, Michel Rocard, des personnes comme ça qui ont beaucoup marqué ce petit parti, qui n'avait pas vocation à venir au pouvoir. Donc ça, déjà, ça m'intéressait. C'était pas un combat pour le pouvoir, mais juste contribuer sur les enjeux de solidarité internationale et d'écologie et de lutte contre la guerre d'Algérie à l'époque. Je n'étais pas encore née, mais enfin voilà quelques-uns des combats. Également sur l'importance de travailler et vivre au pays et de permettre en fait à ce que les droits des uns et des autres puissent être respectés. Donc voilà un peu la base de cette contribution. Alors ensuite, à 26 ans, je suis devenue chef de cabinet du ministre de l'Environnement, mais après avoir été d'abord pendant 5 ans responsable d'une commune de banlieue en région mulhousienne. Donc, quand j'ai été amenée à accepter de travailler à Paris, c'était une difficulté au sein de moi-même et humainement pour quitter ma région, vivre et travailler au pays et renoncer à quelque chose qui était du registre de mon identité racine, comme dirait Édouard Glissant. Donc, pour aller vers des identités relations aussi d'Édouard Glissant. Alors, c'est pour ça que ça me paraît intéressant de voir comment, en fait, un cheminement personnel peut croiser ensuite des cheminements d'autres personnes, peut croiser des cheminements d'organisations locales, régionales, nationales, internationales, mondiales. C'était toujours dans une démarche de citoyenneté active. Et de fil en aiguille, tous mes différentes responsabilités administratives ou de direction générale de grandes villes, puisque j'étais directrice générale à Strasbourg pendant 11 ans, et j'ai travaillé aussi au niveau international pour créer un centre de formation pour les élus dans le monde, en tout cas d'échange d'expériences. Et c'est là que, à un moment donné, une de mes engagements dans le domaine de l'écologie et du développement durable, du développement humain durable des territoires, comme je préférais en général dire, s'est passé lors du sommet mondial de Johannesburg. Nous avions fait préalablement à Lyon des dialogues pour la Terre avec Mikhail Gorbatchev et ce qui comptait dans le monde en termes de gens engagés dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, du social et des enjeux globaux. C'était en 2002. C'était donc aussi pour préparer le sommet mondial de Johannesburg. Le sommet mondial de Johannesburg était donc Rio plus 10 et c'est là que nous avons proposé que l'énergie qu'on essayait de mettre pour essayer de respecter davantage la Terre, on devait d'abord le mettre sur le facteur humain et que donc il fallait faire des dialogues en humanité. Voilà ce qui s'est passé pour créer ces dialogues en humanité.
à la fois des convergences de personnes, d'engagement citoyen, civique, écologique et de solidarité, d'entraide, mais à partir du vécu de chacun. C'était pas juste de la théorie, c'était l'idée vraiment d'ancrer les choses dans la réalité et de partager les exemples, les expériences, le vécu de chacun qui essayait de bouger les choses dans son territoire. Et donc finalement, c'est une sorte de réseau informel qui s'est progressivement mis en place pour éveiller cette conscience planétaire, cette conscience citoyenne, civique planétaire, mais toujours dans cet ancrage humain et dans le fait que, par exemple, la notion de Home for Humanity est tout à fait liée à ces dialogues en humanité et à bien d'autres réseaux comme Osons des jours heureux, comme Archipel citoyen, comme Meeting Rivers en Inde, comme d'autres expériences en Afrique, au Brésil, Brechó, Ecosolidario, avec les favelas, et également le Forum social mondial, qui a été aussi un des interlocuteurs importants. Et ces dialogues en humanité, au fur et à mesure que nous les avons organisés à Lyon, dans un premier temps, ont amené à ce qu'il y ait tellement de monde qui venait, nous n'avions plus de place dans les salles municipales gratuites. Alors, nous avons choisi en 2006 d'aller sous les arbres à palabres du parc urbain, le parc urbain de la Tête d'Or, avec des très très beaux arbres. Et donc, c'est comme ça que nous avons petit à petit engagé finalement que notre Home for Humanity, c'est juste trouver un arbre, se retrouver en dessous, dire ce que chacun a à dire, mais surtout écouter. Écouter de façon bienveillante ce que les autres ont aussi à nous dire et repartir en paix. Voilà le principe de l'arbre à palabres à l'africaine qui nous a inspirés, mais qui a ensuite réinspiré avec ces dialogues en humanité nos autres amis des autres parties du monde qui ont repris, y compris en Afrique, au fin fond de l'Afrique, qui ont repris cette démarche-là. Évidemment, chaque fois, on va donner la parole aussi bien aux enfants, aux jeunes, à des personnes en précarité, que des scientifiques, que des responsables politiques, économiques et artistes, beaucoup d'artistes. Je pense que la sensibilité, la dimension artistique et l'entrée par le sensible pour essayer de grandir en humanité, de faire un pas qualitatif pour essayer de prendre en compte les enjeux auxquels la famille humaine est confrontée. La famille humaine, elle risque la sortie de route. Et risquer la sortie de route, risquer que cette famille humaine finalement disparaisse, comme dirait Edgar Morin aussi, eh bien, c'est prévisible, c'est probable, mais ça n'est pas forcé. Donc, c'est comment on navigue dans l'incertitude et l'inattendu et on en tire un certain nombre de leviers. Voilà un peu pour brosser un tableau assez général, mais bien sûr, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour Merci beaucoup. ces partages, on va dire, multiples. Et maintenant, on va essayer de se recentrer un petit peu sur la première question, des opportunités qui pourraient être générées par la crise actuelle. Alors évidemment, il y a toute une partie tragique, comme vous l'avez aussi évoqué en début de partage. Merci aussi pour générer cet esprit d'intimité, comme vous avez dit. Mais pour essayer d'en sortir plus fort et peut-être éviter la sortie de route, qu'est-ce que, selon vous, devrait être créé ou discuté? Alors, je pense que la forte probabilité, c'est qu'on recommence comme avant. Donc, toute la question, c'est de se dire, bon, chacun va essayer de dire, ben, moi, je voudrais que ce soit comme ça. Donc, on va avoir des gens qui sont plutôt sur l'écologie ou plutôt sur la solidarité. Enfin, chacun va un peu tirer vers lui. Donc, c'est en fait deux écueils qu'il va falloir éviter. À la fois que on refasse juste le mainstream et que finalement on laisse faire un système mortifère, un anthropocène destructeur. Hein. Donc ça, c'est un risque qui est probable. Ou alors que chacun tire soit la couverture à lui, soit fasse en sorte qu'il prenne plus d'énergie à essayer de développer son propre point de vue, sa propre façon de faire, sans se relier aux autres. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, justement pour moi, c'est accompagner, imaginer, créer
susciter, favoriser ce tissage de liens, cette réciprocité de savoir, ces rencontres, ces dialogues. En fait, la question, c'est comment on se transforme en des personnes qui sont porteurs de donner envie d'inviter au dialogue. Comme on peut inviter à la beauté, on peut inviter au dialogue, on peut inviter à la rencontre, mais évidemment chaque fois sur des choses concrètes. C'est-à-dire qu'il s'agit bien entendu de proposer, de mettre, d'ouvrir un espace de parole, d'ouvrir un espace de dialogue sur des sujets qui nous sont essentiels. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Est-ce que ce qui compte vraiment pour nous, c'est ce qui compte du point de vue argent, ou est-ce que c'est les gens qu'on aime, ou est-ce que c'est de préserver justement la biodiversité? Donc comment ensemble arriver à faire en sorte que cette crise devienne un levier, hein, comme toute situation de crise, soit on se morfond, soit si la crise semble gigantesque, il y a une forme de déni qui se crée. Et ce problème de déni est une grande difficulté à laquelle nous devons aussi faire face. Donc, ne pas imaginer que le déni, il faut juste le… C'est comme par rapport à quelqu'un qui meurt. Voilà, je vais essayer de dénier le fait qu'il soit mort. Mais en même temps, comment je vais commencer à l'accueillir, je vais l'accepter et surtout, je vais en faire quelque chose. Mais pour arriver à en faire quelque chose, il faut montrer le chemin. Et montrer le chemin, c'est montrer des expériences concrètes dans tous les pays du monde, dans toutes les régions, dans toutes les familles, partout où c'est possible, les jeunes, les moins jeunes. Moi, je pense par exemple beaucoup à ce que les jeunes activistes, Joshua Wong de Hong Kong, qui viendra au prochain dialogue en humanité, ou les jeunes femmes de l'Ouganda ou du Brésil, ou Greta Thunberg ou d'autres, sont des modèles aujourd'hui de jeunesse qui peuvent essayer de montrer qu'il est possible de changer les choses, et en tout cas de ne pas se laisser faire, mais aussi en parallèle, il est indispensable de mettre en visibilité, non pas que tout va bien parce que tout va bien, non, il y a aussi des choses qui vont moins bien, mais en tout cas qu'il y a un chemin, qu'il y a des choses concrètes, du vécu dans tous les domaines, économiques, bien sûr, de respect de la nature, de la sécurité alimentaire, et de construire finalement un anthropocène positif. Merci pour cette première piste de réflexion. Et le deuxième point était plutôt centré sur votre aventure personnelle, votre carrière que vous nous avez aussi décrite tout à l'heure. Est-ce que dans votre expérience, vous avez vraiment trouvé ce qui favorise justement cet exemple, cette exemplarité où on peut prendre une initiative, la montrer aux autres et peut-être envisager d'en étendre son échelle comme vous avez fait avec les dialogues en humanité, vous l'avez fait répliquer dans d'innombrables endroits. Est-ce que dans cette expérience, il vous paraît utile de faire une action ou une autre pour vraiment essayer de répliquer ces actions positives? Alors, je pense qu'il va falloir aussi accepter de faire un temps ou en tout cas d'organiser les choses pour que ce ne soit pas juste l'égoïsme ou la cupidité qui viennent en premier plan. Notre problème, c'est peut-être davantage que la question humaine, elle est pas assez sur l'essentiel de l'humain, mais elle est trop orientée vers l'argent, vers un capitalisme ou un anthropocène destructeur, si on prend cet aspect-là. Donc toute la question, c'est comment, dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu, mais aussi dans ce que j'ai entendu d'autres sages, d'autres personnes comme Siddhartha à Bangalore, ou alors les Adivasis, les peuples premiers, les peuples, par exemple, lors des dialogues en humanité à Bangalore, j'ai découvert qu'ensuite ils faisaient des dialogues en humanité avec les paysans et avec les, les personnes d'origine donc Adivasi, donc peuple premier en quelque sorte, peuple racine. Et année après année, en fait, ce sont ces rencontres avec les cueilleurs de miel sauvage, les tribus des cueilleurs de miel sauvage au fin fond de l'Inde, qui nous donnent aussi une belle perspective, parce qu'il ne s'agit pas de revenir sur le pire des traditions dans le monde, il s'agit de prendre des sagesses, d'écouter les sagesses d'aujourd'hui et d'hier
ceux qui sont toujours présents, en Inde, c'est 8% de la population, donc vous imaginez, ça fait quand même quelques dizaines de millions, eh bien, ce sont aujourd'hui les gens les plus relégués, les plus méprisés, pire que les intouchables. Vous voyez? Donc, comment en fait ces personnes, quand elles plantent, pas quand elles plantent, mais quand par exemple elles vont dans la forêt, elles connaissent 150 tubercules différentes, l'équivalent de nos pommes de terre. Mais déjà, qu'est-ce qu'elles font? Elles en cueillent un certain nombre pour leurs besoins, mais surtout, elles laissent toujours ce qu'il faut à la nature. Ils ne prennent pas tout, ils ne sont pas dans la prédation. Donc, si par exemple là, on a cet exemple très concret de comment limiter ou éviter la prédation parce qu'on se rend compte qu'en prenant tout à la nature, la biodiversité disparaît et que le climat et le changement climatique devient un problème qui risque de nous emmener collectivement vers quelque chose du pire, et bien justement, comment ces sagesses vont nous enseigner aussi ce qui peut être bon. Mais bien sûr aussi dans la modernité, il y a des choses formidables. La question par exemple des droits des femmes est tout à fait essentielle et est un levier puissant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde cette situation de crise, on voit bien que ce soit dans nos contrées ou ailleurs, ce sont principalement des femmes qui tiennent l'essentiel des métiers. Ce sont des médecins, tout le secteur de la santé, avec les aides-soignantes, les infirmières, mais même une grande partie des médecins. Ce sont les éducateurs, donc c'est souvent des femmes qui sont professeurs ou institutrices. Ce sont souvent des métiers de caissière, des métiers dans l'alimentation, dans l'agriculture. Vous voyez, il y a toute une série aujourd'hui de pans de la société qui sont revenus surgir comme étant finalement essentielles. Mais elles ne sont pas respectées comme telles. Leurs budgets ont diminué, la valeur donnée à ces métiers-là est absolument méprisée. Donc comment on arrive à réinverser dans notre modernité pour que l'humain soit prioritaire et premier? L'humain au cœur du vivant, bien entendu. Oui, extrêmement pertinent. Alors merci pour évoquer ce changement de paradigme et justement ce qu'on a aussi réalisé avec les modèles, les méthodes et tout ce que Alexander Schiffer a créé comme propriété intellectuelle, c'est que ces modèles-là ont tendance à être perçus comme alternatifs, ce qui est excellent, mais parfois trop alternatif pour devenir la norme. Et c'est peut-être dans cette période finalement de chamboulement du mainstream, comme vous l'avez dit, qu'on pourrait finalement remettre ça sur le devant de la table et puis offrir ces alternatives de manière peut-être plus étendue. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un potentiel d'adopter à grande échelle ces modèles plutôt alternatifs jusqu'à maintenant? Mhm. Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent tout à fait rester dans le confidentiel, l'alternatif et le marginal. Ça, c'est justement un des risques. Je pense qu'il faut que nous mettions tout notre effort pour déjà accueillir le fait que dans les entreprises, dans les organisations publiques ou privées, qu'elles soient à vocation sociale ou écologique ou pas, comment en fait les humains qui composent à n'importe quelle échelle ces entreprises ou ces organisations, en fait, on les appelle à prendre soin de chaque humain, prendre soin de la vie sous une forme, bien sûr, d'alliance mondiale. Je pense que si vous faites ces interviews nombreuses de personnes qui sont plus nombreuses qu'on ne croit, en train d'essayer de bouger les choses pour qu'elles ne restent pas confidentielles et ne restent pas juste dans un coin, eh bien c'est justement ça, c'est-à-dire comment on donne à voir, comment on va mettre en scène, comment on va favoriser le fait que les personnes à l'intérieur d'une organisation, publique ou privée, osent, aient l'audace de se dire, mais oui, moi je peux aussi décider ou faire en sorte que mon entreprise, eh bien, elle cesse de soutenir le pétrole, qu'elle aille vers des énergies renouvelables, qu'elle essaye de construire de la solidarité, de l'entraide, parce que les personnes, par exemple, ne prennent leur congé, d'autres ne prennent pas leur congé, mais vous prenez juste ça,
le fait que quelqu'un qui ne prend pas ses congés peut les offrir à quelqu'un d'autre qui a un enfant malade ou une personne à soigner, c'est juste un petit détail. Mais ça peut être le début de quelque chose qui fait que l'humain devient beaucoup plus présent dans chaque entité, dans chaque organisation. Et évidemment, ça fait que, en partant pour moi toujours du local, c'est pour moi tout à fait stratégique. Mais si ça reste au niveau local, ça ne suffit pas, évidemment. Donc toute la question, c'est d'arriver à ce que, comme un ascenseur en quelque sorte, ou comme en tout cas quelque chose de rhizomique, ce qui se fait et se développe de façon autogérée sur le terrain, dans le niveau local, puisse aussi être développé à toutes les échelles du territoire. C'est pour ça que les dialogues en humanité sont fortement reliés avec le monde de l'entreprise, ne l'exclut jamais. Il y a la place pour une économie transformatrice qui peut être l'économie sociale et solidaire, mais qui peut être aussi l'économie symbiotique, une économie régénératrice. Et donc, comment on trouve cette place pour que cette affaire-là devienne évidemment un enjeu global dans le monde de l'entreprise et pour que le système quand même capitaliste qui donne peut-être trop d'importance aux actionnaires puisse davantage redonner du sens aux salariés, mais aussi à la vie et surtout aux enjeux essentiels pour que la vie soit possible. Super perspective, merci. Peut-être maintenant, je vais laisser. Hello, my name is Alexa Pugh. I'm currently an intern for Human Dialogues, but basically I'm an American living in France for 4 years and who studied public and international affairs. And now I'm trying to find what job I can do to help move us forward locally and internationally. Human Dialogues is a festival and it's also a social forum, and it's both a local and international event in Lyon. And basically we're asking ourselves the big questions facing humanity. So environmental problems, we're asking about social inequalities, and we're talking about war and peace. And so this festival hopes to get not only people who are problem solvers and researchers, but also just normal people, because everyone has ideas and everyone's a global citizen. And so everyone can help us find the solutions to these problems. The idea is that we need to think of human beings as the center of our solutions. So instead of thinking about something as an environmental solution or a technological solution or an economic solution, you have to think of humans at the heart. So how is my own humanity affecting the world for better or worse? And how can I help advance all other human beings without having like a posture of I'm an expert in this, this, or this, because we're all experts on being human beings. So we're done discussing things abstractly and theoretically. What we want are to see what people are doing and what's working. And I think that's easier said than done, but I think we're past the point where we can just talk about it and say, oh, we just need better education, we just need better this, better that. No, let's see what's working in other places, because there are solutions happening, even in the United States. So what's working, why, and how can we actively show people examples of what they can do? Some people need to be led. Around the world, we have a lot more in common than we think, and we can share a lot more of our culture with each other. And I think what I bring to this question is the fact that I really do know people well. I've started to really understand people in different cultures and to be able to integrate myself into different types of cultures. I think it can be damaging to trying to move everyone forward. And I'll explain. It's like, I know because the United States has a very individualistic culture, and that can lead to good things. So, someone can become very successful themselves and then philanthropically give to other people, right? But if we depend on this kind of success, individual success, to be able to help other people, it's just not going to work.
I think we need what is perfectly said in French and which I can't figure out how to say in English is entraide. Instead of having this idea that, oh, well, I'll make something of myself and then I'll give money to people, it should be like the whole way people are helping you, you're helping others, and not in a closed circle, but in like everyone you can interact with. I think some people will suffer first and are already suffering first. To give an example, some of the countries with the lowest CO2 emissions are the ones that are facing like the most horrible climate change problems right now with desertification and things like this. So in my mind, I think that the most vulnerable suffer first. But I think I don't think we can avoid that for much longer, even the safe people. So I think when one group of people is harmed, it'll eventually affects everyone. I also think that young people, and maybe all people, have had enough, and that this actually can't go on. So the pessimistic part is that we're gonna have some rough road ahead of us for the rest of 2020. But the thing about it is that people are getting fed up. People are smarter now. They've heard all of these speeches before. Even me at the age of 25, I'm already over it, right? And I think that's what's going to help the future, is that people are really waking up now, and we're ready to fight. I'd like to say that there were many times, as someone who works in public and international affairs, and as someone who's pretty politically engaged in terms of protesting and things like this, I asked myself so many times, what's the point? Because what actually changed in the United States? I mean, we have President Trump, we have so many problems. I mean, the gun question, the healthcare question. I keep asking what's the point, but I think the thing I want people to remember is that there is a point. There are people that are making changes happen, even if they're slow, even if they're long, and even if they're not as we imagine them. I think it's worse to give up. So we're going to be exhausted and we're going to be tired of fighting. But I think if we keep staying creative and supporting each other, then there is a point. Perspective, merci. Peut-être maintenant, je vais laisser la parole à Louise, parce que ça va très certainement lui parler. Vous avez parlé de comment, justement, vous avez ce système qui parle du local au global et à l'international. Et de notre point de vue de Home for Humanity, et aussi cette idée que l'on veut promouvoir cette plateforme à plus grande échelle, comment avez-vous réussi, avec votre dialogue en humanité, à promouvoir à une échelle internationale ce système, et comment est-il différent dans chacune des parties du monde? Alors, la première chose, c'est que vous avez compris que puisque ma propre vie professionnelle m'a amené à travailler toujours au niveau local, mais aussi au niveau national et international, donc avec différentes organisations à chaque fois, je me suis rendu compte que quel que soit l'endroit où on était, on n'avait pas forcément à soi seul la capacité de tout bouger. Donc déjà, le fait d'intégrer ça, non pas de façon théorique, mais de façon réelle, profonde, c'est un levier. À partir de là, forcément, chaque fois que j'étais amenée à agir ou à proposer des choses pour les dialogues en humanité, il était clair pour moi que j'avais vu, vous voyez, quand j'arrivais à 26 ans au ministère de l'Environnement en France, le budget de l'environnement à l'époque, c'était 0,07% du budget de l'État. Donc déjà, aujourd'hui, ça paraît incroyable, mais à l'époque, c'était ça, c'était la réalité. Alors, en plus, je travaillais avec une femme ministre. Et cette femme était elle était spécialiste des sciences de l'éducation, philosophe et responsable politique. Et elle a décidé vraiment de faire des alliances avec les collectivités territoriales, les agences de bassin de l'eau au niveau régional, avec les entreprises, les grandes entreprises au niveau européen et même au niveau mondial, avec bien sûr les institutions européennes et onusiennes. Donc j'avais intégré à ces jeunes le fait que c'était ça qui était la clé. C'était pas le fait d'être assis sur beaucoup d'argent à un moment donné qui faisait que vous pouviez peut-être faire comme Bill Gates, faire une
une œuvre charitable, mais que ça n'avançait pas vraiment en fait. Et donc c'est la capacité que nous allons avoir les uns et les autres, et vous en particulier, votre génération, c'est de comprendre ça et de faire en sorte que tout ça est vivant. Et qu'on pense quelquefois que c'est le niveau national et on accuse tel gouvernement ou telle chose. Mais non, le gouvernement, il n'est que le reflet de quelque chose. Alors on va accuser les médias, mais les médias ne sont qu'une caisse de résonance, bien entendu. Donc c'est la capacité qu'on va avoir d'articuler ça. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de faire à notre échelle, à Lyon, sous les arbres, en invitant des personnes qui venaient d'un peu partout, bien sûr, de nos territoires, de nos entreprises, les plus innovants, les plus porteurs de solutions. Et en invitant ces personnes, plusieurs d'entre eux ont décidé, en repartant 2 années après, de faire aussi des dialogues en humanité. D'abord en Inde, ensuite au Maroc, au Brésil et ainsi de suite, à Berlin. Et de fil en aiguille, nous, on s'inspire d'eux, eux, ils s'inspirent de nous, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que à chaque endroit, il suffit de trouver un arbre et de faire évoluer la notion de l'arbre à palabre à l'africaine dans une démarche, on va dire, d'ouverture, d'esprit positif, en invitant, vous voyez, par exemple, au Bénin. Au Bénin, ils ont décidé de faire leur premier dialogue en humanité. Ils ont invité dans le grand jardin des plantes et de la nature, sous un fromager de 400 ans, vous imaginez déjà la merveille, eh bien, d'indiquer, donc d'envoyer ces premiers dialogues en humanité au Bénin. Et évidemment, tout un chacun qui passait par là était invité. Donc, des enfants de 12 ans, un lycéen de 17 ans est venu se joindre, et moi j'avais lancé juste l'ouverture, non pas en faisant un discours, mais en invitant chacun de se mettre en petits groupes pour dire ce qui comptait vraiment pour lui. Et dans le petit groupe du garçon de 12 ans et de 17 ans, c'est parce que j'ai ce souvenir-là, parce que je me suis rapprochée de ce groupe, il y avait également l'ambassadeur du Bénin auprès des Nations Unies et auprès de l'UNESCO. Il y avait une journaliste de Courrier International. Il y avait encore une autre personne, enfin bref. Et à l'issue des 3 jours de dialogue, ces gamins, en fait, ils ont dit une chose tout à fait juste. Ils ont dit, mais nous, en Afrique, on a l'habitude de l'arbre à palabre à l'africaine, certes, mais on n'a pas l'habitude de parler avec des anciens. On ne nous donne pas forcément la parole. Et surtout, on ne parle pas de questions de société. À notre âge, c'est pas considéré comme notre problème ou notre questionnement. Donc, en fait, il nous renvoyait quoi? Il nous renvoyait le fait de mélanger des personnes et de simplement dire, nous invitons les personnes à partir de leur propre humanité à venir échanger et à partir de leur vécu. À ce moment-là, un enfant peut participer et avoir des questionnements parfaitement justes, parfaitement pertinents, parfaitement courts, synthétiques. C'est génial. Donc, et les anciens vont se dire, mais oui, les générations de demain, elles ne sont pas théoriques, elles sont là, mais donnons-leur la parole. Alors, je ne sais pas si ça illustre suffisamment par rapport aux différentes échelles de territoire que chacun peut intégrer dans sa démarche de dialogue. Si on part du vécu de l'ambassadeur auprès des Nations Unies, ou si on part du vécu des personnes qui ont créé un orphelinat à Porto Novo, ou si on part de l'historien qui raconte l'histoire entre le Brésil et l'ancien royaume du Dahomey, d'où sont partis les esclaves, et comment la culture animiste s'est reproduite dans le candomblé à Salvador de Bahia, et comment en fait il y a des choses qui se ressemblent, qui se croisent, mais aussi qui reviennent et qui s'ouvrent sur les enjeux justement de l'écologie, de l'économie et de la solidarité. Eh bien, ça change complètement de registre. Mais il n'y a pas une personne qui aurait la clé, la réponse au problème. C'est bien de donner la parole la plus largement possible et d'apprendre en fait. Je ne sais pas où on apprend à dialoguer en fait. Donc il faut ouvrir, il faut créer ça.
Merci beaucoup. Ça nous a aussi beaucoup inspiré ce que vous venez de dire et comment finalement chaque personne a quelque chose à partager avec tout le monde, qui a aussi des intérêts différents et des connaissances différentes. Est-ce que Romain, as-tu encore quelques questions? Alors, je voulais vous remercier pour ces propositions. Ce qui me paraît très intéressant, c'est la notion de réseau que vous avez peut-être partagé implicitement parce que, comme vous l'avez dit, peut-être un niveau du gouvernement ou un niveau de la municipalité n'a pas les réponses, mais si ils se coordonnent avec des acteurs à différentes échelles et dans différents endroits, c'est là où justement la parole pourrait circuler et des relations et des connexions pourraient se faire aussi bien au niveau interpersonnel que neuronal finalement. C'est assez intéressant. Mhm, mhm. Et peut-être juste pour transitionner sur la notion de Home for Humanity, qui est justement ce rôle de catalyseur, de représentation de l'initiative qu'on représente actuellement. Euh, Est-ce que dans votre visite ou durant votre visite à Home for Humanity, vous avez, on va dire, pris une idée ou pris un concept que vous avez voulu garder avec vous? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Alors, je pense que déjà la première chose, c'est ce rapport entre l'art et la nature, entre l'humain qui est là, le fait d'ouvrir sa porte, d'ouvrir son jardin, ou d'utiliser comme nous des parcs urbains, déjà c'est une première chose. Donc c'est le partage de l'espace et de l'espace naturel le plus beau possible. Ensuite, le fait d'inviter par le sensible à bouger nos certitudes, parce que c'est ça aussi, c'est sortir de la zone de confort, mais c'est aussi bouger nos certitudes, nos a priori, nos préjugés. Donc là, pour moi, l'art est un levier absolument puissant. Et c'est ce que je retrouve avec Rama et Alexander, c'est que avec Théâtre de la Transformation, on est vraiment dans une démarche qui se veut récoltante d'initiatives, d'expériences, de vécus, de vie, de tranches de vie, et de le rendre accessible par l'art, par le théâtre, par le chant, par la musique, par la danse, mais aussi par la simple complicité ou accueil mutuel. Le fait, par exemple, de se retrouver avec, chez Alexander et Rama dans le Home for Humanity. On va accueillir et on va se retrouver avec des personnalités très célèbres qui viennent de l'autre bout du monde, qui vivent à Genève, qui sont engagés dans différents domaines. Et puis, les habitants de cette petit bout de montagne, de ces petits bouts de terre, et le fait d'avoir cette diversité des habitants qui sont en proximité et de leur ouverture à cette partie artistique, ça me paraît intéressant. Peut-être que la dimension qu'il faut peut-être davantage développer, que nous on essaye de développer aussi, c'est le rapport au politique. Le politique est toujours vilipendé, alors que finalement l'essence même la politique, c'est l'affaire de la cité, c'est-à-dire ce qui nous concerne tous en termes de destin. Mais si les responsables politiques sont finalement enfermés dans un rôle de sauveur ou de toute puissance qui peut mener à des totalitarismes, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays aujourd'hui, c'est gravissime. Si par contre nous invitons progressivement avec ces leviers artistiques, sensibles, nature, solidarité, nos responsables politiques d'aujourd'hui et ceux de demain, eh bien, à être finalement des sages-femmes, des accoucheurs de ce qui est finalement à construire en commun d'un monde qui commence. Ça change tout, vous voyez? C'est-à-dire que la responsabilité politique n'est plus quelque chose d'horrible, de négatif, d'enfermant, de liberticide, mais devient au contraire quelque chose de nécessaire. Et justement, des jeunes générations et des gens non corrompus peuvent à ce moment-là se dire, ben oui, j'ai ma place dans cette affaire-là, je veux aller aussi porter ma part. On ne peut pas changer le monde, mais on est le monde qui est en train de se changer. Hein. Je crois que c'est Gandhi qui a dû dire ça.